Et donc pour ça, il faut que la data elle soit as a service, quoi. Si tu restes avec une data silotée, où en fait tu as deux experts qui connaissent, et pour avoir accès, c'est la croix et la bannière, en fait les gens vont pas vouloir y aller. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Du coup, dans cette émission du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Merci Jérémy, en tout cas, de te rendre disponible pour cet épisode. Pour rapidement me présenter, et après Jérémy, évidemment, je vais te laisser te présenter, c'est tout naturel. Donc, comme vous le savez, je suis Martin Canton-Loga, je suis cofondateur et CEO d'Upvisory. On est une agence conseil qui accompagne les grands comptes dans leur transformation produit et l'application du product management dans leur quotidien via du produit, du design et de la tech, tout ce monde qui façonne les équipes produits. Jérémy, du coup, très heureux de t'avoir à nos côtés. Ce que je te propose rapidement, c'est évidemment que tu puisses te présenter. Ça marche. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être ici. Donc moi, je suis Jérémy Guez. Je suis aujourd'hui directeur de la donnée client et de l'analytics pour Chanel Europe. J'ai un parcours, on va dire un peu exotique. J'ai commencé dans la finance de marché en pleine période Kerviel, donc j'ai dû me réorienter. J'ai monté une boîte. Puis ensuite, je suis tombé dans la data il y a quasi 10 ans et j'ai monté le Data Lab de BNP Personnel Finance pendant 6 ans. Et voilà, je suis arrivé il y a 1 an maintenant chez Chanel. Excellent. Du coup, en fait, on va peut-être pas le cacher, on se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble à la BNP. Maintenant, tu es chez Chanel avec un parcours qui mixe produits et data. Est-ce que tu peux nous expliquer justement peut-être les produits sur lesquels tu as travaillé, parce que la data c'est un petit peu particulier et ça sort un petit peu des produits conventionnels qu'on a l'habitude de voir dans le domaine du digital au global. Et voilà, comment tu as mixé cette approche produit, la méthode de product management avec la data justement? En fait, ça a été assez naturel quand je suis arrivé chez BNP, qu'on a lancé le Data Lab. Moi, je venais du monde plutôt des startups, donc j'avais monté ma boîte. Je m'étais inspiré aussi d'autres qui l'avaient fait. En fait, très honnêtement, je ne savais pas travailler autrement. Donc, quand je suis arrivé chez BNP, ça faisait un peu bizarre parce qu'on me demandait de travailler d'une manière que j'avais jamais vue et je ne savais pas faire. Et donc, je suis plutôt allé vers des choses sur lesquelles je me suis rattaché naturellement. Ma zone de confort au début, donc tout ce qui était autour de l'organisation de produits, etc. Et donc, on a démarré comme ça. Et on a démarré, comme le veut le produit, de manière vraiment très petite au début, la théorie des petits pas. Et on a fait pas mal de choses, que ce soit des moteurs de recherche, des chatbots, des scores plus de fraude, etc. Mais toujours avec ce mindset produit pour livrer nos algorithmes, quoi. Ok, excellent. Et est-ce que du coup, tu disais, donc tu évoques algorithme, tu as évoqué un peu de machine learning, etc. Aujourd'hui, comment tu vois le monde du produit data? Si tu devais nous expliquer un petit peu, comme si on était des newbies. En fait, non, mais c'est vrai qu'on me dit souvent comment on peut associer le produit et la data. C'est un peu antinomique. Parfois même, je vois des gens qui me disent non, moi je peux pas faire de produit, ou je peux pas faire d'agile, ou je peux pas me mettre en telle méthode parce que si je fais de la data, tu comprends, c'est pas prévisible ce qu'on fait, etc. Je trouve que c'est un peu des fausses excuses. Forcément, tu te trompes au début, forcément, c'est pas évident, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment plus compliqué qu'un autre domaine, quoi. Ça reste les mêmes patterns, c'est-à-dire un mindset, une manière de travailler un peu spécifique. Donc ça, c'est pour vraiment la partie, on va dire, mindset. Et puis après, ça reste toujours la même stratégie, c'est-à-dire découper ton besoin en plus petits besoins, savoir l'estimer, savoir travailler de manière aussi collaborative avec des équipes, bien répartir les rôles. J'entends souvent l'agile, oui, on est agile, on peut faire un peu n'importe quoi, mais pas du tout, hein, ça reste une gouvernance quand même très stricte, donc avec un rythme imposé, avec des rôles aussi bien définis. Et je trouve que c'est plus sain en fait comme approche pour chacun est un peu dans son rôle et ça facilite le travail collaboratif. Donc moi
Voilà, ça se fait assez naturellement avec la data. Et c'est sûr que ça paraît compliqué, mais quand on se lance, on va se tromper les premières, les 2, 3, 4 fois. Mais au final, après, ça va venir assez naturellement. Et moi, je vois souvent des aléas ou en tout cas, c'est aussi, j'entends ces revendications de dire on peut pas faire de l'agile, on peut pas faire du mode produit dans la data. Et ça m'intéresse que tu dises que c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément vrai et ça peut se contrecarrer. Du coup, je vais peut-être t'interroger sur ces deux pans. Peut-être le premier pan, le delivery, le gros du sujet est le classique. On dit souvent, bah, par exemple, pour des produits algorithmiques ou qui exploitent de la data, il y a besoin d'apprentissage et du coup, par exemple, le Scrum, découpé en sprint, c'est pas faisable. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une réalité ou c'est mal l'appréhender en fait? Je pense que encore une fois, c'est parce on n'a pas essayé de le faire ou qu'on ne s'est pas confronté au sujet. Il y a plusieurs choses, hein. Il y a déjà le produit de la data, enfin le produit dans la data, il y a le delivery final, donc l'algorithme ou parfois même l'interface. Moi, je sais que très vite chez BNP, on disait en fait, on fait pas d'algorithme sans interface. C'est pas possible. Et on s'en est rendu compte assez vite. On a fait des premiers chatbots, je parle de ça il y a 7-8 ans. On avait une technologie hyper pointue en termes de NLP en point. On l'avait mis à disposition, personne n'utilisait. On a mis une interface, que ce soit un chatbot ou même une barre de recherche. Ça a vraiment changé l'adoption. Donc en fait, il y a ça, donc il y a le produit fini, et il y a aussi la data en tant que produit. C'est-à-dire qu'il y a ces deux concepts différents. Il y a comment moi ma data, par exemple moi je suis responsable de la donnée client aujourd'hui, comment je suis capable de mettre cette donnée client au service du métier ou d'autres départements. Donc c'est assez différent, parce que là on n'est pas tout à fait sur le même produit fini, voilà. Mais dans les deux cas, je prends pour répondre à ta question, sur la partie vraiment algorithme, itération, en fait, non, ça marche très bien. Il suffit, encore une fois, de bien découper le produit, d'avoir ces zones d'itération sur l'apprentissage. En fait, le Scrum, au final, c'est juste, entre guillemets, une estimation de ta charge si tu fais un sprint de 2 semaines. Tu feras peut-être sur le sprint d'après le réentraînement, etc., quoi. Intéressant, on peut peut-être creuser un petit peu ça. Quand tu parles de réentraînement, c'est-à-dire qu'après, tu peux thématiser peut-être tes sprints et les orienter justement sur une pratique data, ce qui va peut-être être différent du web où tu vas builder. Bon, tu as du run, évidemment. Mais peut-être que c'est assez différent, non, là-dessus? Nous, on a fait comme ça au tout début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en gros, dans les sujets data, d'algorithme, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment coupé en grosses parties, c'est-à-dire la collecte de la donnée, le cleaning de la donnée, la création de futures, ce qu'on appelle des futures pour augmenter ton dataset d'entraînement, l'entraînement, le test, et voilà. Donc on a un peu découpé comme ça. Alors dans la réalité, tu passes parfois de l'étape 3 à l'étape 5, enfin c'est pas forcément comme ça linéaire, c'est cyclique, mais en fait en faisant ça, ça borde quand même bien tes sprints et ça te permet quand même de te dire en fait là je me concentre sur de la collecte. Si tu fais du features engineering pendant ta collecte, c'est pas très grave, mais voilà. Après c'est sûr on respecte pas stricto sensus les méthodes, mais en termes de gouvernance, en termes de sprint, on est quand même assez après si ça te dépasse un peu, c'est pas très grave, quoi. Ok, donc vous avez plus appliqué, j'imagine, des sprints thématiques par process du coup de production de données et de production d'un produit data, comme tu le disais, pour qu'il y ait un endpoint avec l'utilisateur. VS, un sprint classique où ton objectif c'est de délivrer à la fin du sprint, quoi. Effectivement. On va plutôt thématiser nos sprints. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle au début on l'appelait un quick and dirty, maintenant on l'appelle un quick and win pour enlever le mot dirty qui fait un peu peur. Mais en gros, on va d'abord faire une baseline, quoi. Donc on va faire un sprint très rapide ou 2, ça dépend du sujet. On va faire tout le cycle. Donc on va avoir un peu notre algorithme benchmark. Et ensuite, on va itérer sur les thèmes. Donc en fait, mon future engineering il a besoin d'être amélioré, donc je vais faire un sprint dédié au future engineering. Puis on va commencer à itérer comme ça. Et après, peut-être la phase de delivery pure, sortie, test. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Parce que je pense que dans du produit web, c'est assez balisé. Sur de la data, je pense que c'est un petit peu plus complexe. Ouais, c'est plus compliqué la partie delivery test. Il y a toutes les chaînes MLOps à mettre en place. Donc là, selon l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est pas forcément hyper mature. Nous, quand j'étais chez BNP, on était arrivé à un stade où on était carrément... toute la chaîne était en delivery continu, quoi. Donc on pouvait pousser, même dès qu'un data scientist faisait une amélioration de l'algorithme, il avait vraiment toute une CI/CD qui était mise en place. Donc voilà, c'était assez naturel. Là, c'est vrai que dans d'autres entreprises moins matures, c'est plus compliqué. Il y a pas mal de choses qui se fait un peu à la main ou qui se fait en parallèle d'eux.
et c'est pas forcément quelque chose sur lequel c'est hyper maîtrisé, quoi. Je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais de la valeur d'usage sur les produits data et de pousser à ce qu'il y ait vraiment une valeur métier avec un usage métier ou pour l'utilisateur final. J'imagine que c'est le nerf de la guerre, ce qu'on appelle plutôt la phase de discovery dans le monde du produit, donc découvrir quel est le besoin, l'administrer. Comment on fait pour bien l'exécuter sur un produit data? C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Ça m'intéresse parce que souvent c'est très exploratoire. Il y a un peu de R&D. J'ai cherché au début, on va dire les 2 premières années chez BNP, un peu le mouton à 5 pattes. Et je le vois aujourd'hui dans des entreprises qui sont peu matures, quand je discute avec des gens qui me disent ouais mais moi la personne que je cherche, il faut que ce soit un peu chef de projet, un peu qui sache parler au business, un peu machin. Ça n'existe pas. Enfin il va chercher, il va peut-être en trouver une ou deux, il va mettre beaucoup de temps à la trouver. Du coup il va être hyper en risque sur ce profil parce que il va détenir toute la connaissance, etc. Je pense que c'est hyper important, ce que je disais au début, de bien répartir les rôles de chaque personne dans ta squad. Nous, on a un product manager dédié au sujet de data science. C'est son job, en fait. Son job, c'est de comprendre le business, de faire de la discovery avec le business, de challenger le besoin, de vraiment bien le scoper. Et en fait, il fait ça au quotidien. Et ensuite, tu as une équipe de data scientists qui va répondre à ce besoin par de l'algorithmie, par toutes les méthodes qu'on peut avoir. Mais ces 2 rôles sont bien séparés, et ce qui permet en fait à la personne, au PM de vraiment rentrer dans cette phase de discovery et de le faire en fait dans son daily job, quoi. Est-ce qu'il y a des adaptations par rapport à d'autres typologies de produits? Typiquement, si tu compares avec des PM, peut-être plus sur des produits digitaux, web, e-commerce, app mobile, ou pas du tout, et en fait, il vaut mieux appliquer la même démarche en tant que telle. La démarche en soi, la méthodologie est quasi similaire. Bon, en tout cas, moi, j'ai peu d'expérience dans les autres domaines, donc ce qui vient de faire des poules aussi. Je pense que elle est assez similaire. Le point qui est assez différent, c'est surtout la data. En fait, la difficulté qu'on va avoir, c'est sur notamment les jeux de test, etc., où en fait, on a besoin de données de production, donc souvent des données, des vraies données, quoi. Alors que sur du web ou sur des applications mobiles, je suppose que tu peux tester plein de trucs avec de la fake data. C'est moins vrai en data science. Enfin, si tu veux tester ton algorithme, tu es obligé d'avoir des prod. Ouais, donc il y a ce sujet-là qui est un peu différent, mais ça, c'est plutôt des sujets avec la security, le légal, comment tu bordes ça, comment tu assures que la privacy et la sécurité de ta donnée. Mais en soi, après, dans la démarche, ça reste la méthodologie. On a un canevas peut-être qui est un peu plus particulier sur les métriques d'évaluation de nos modèles. Voilà, on choisit des métriques. Et sur les feedback loops, ce qui est hyper important, ce qu'on oublie souvent, c'est comment je récupère le feedback du user final pour améliorer mon algorithme. Les rôles et responsabilités et l'organisation est super importante, tu me disais. Justement, tu m'expliquais le PM qui qualifie avec le métier, qui définit le besoin, qui quelque part scope tout ça. Est-ce qu'après, il joue un rôle de PO, il accompagne les data scientists? Les data scientists sont peut-être plus autonomes de nature qu'une équipe de dev. Ou pas? Est-ce que tu as 2 personnes en binôme? Vraiment, ça dépend de l'organisation. Chez Chanel, on est plutôt sur un binôme PM-PO. Ok. Voilà, donc on a cette partie-là. Chez BNP, avant, c'était plutôt un PM et un business owner. Il n'y avait pas forcément de PO associés. J'ai vu aussi d'autres organisations où c'était plutôt des profils data qui rejoignaient des squads. Donc c'était pas des squads data avec toute une squad, c'était plutôt des data scientists ou data analysts qui étaient détachés dans une squad. Donc là, c'est une autre organisation. Donc vraiment, ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise. Et après, en termes d'équipe de delivery, selon toi, j'imagine que ça dépend du produit et de son scope, etc. Mais c'est quoi pour toi, si je te posais la question comme ça, une bonne équipe de delivery en data? Il faut compter à peu près combien de personnes? Comment tu découpes? C'est plutôt la stratégie du découpage. Ça dépend du produit. C'est des produits vraiment très orientés machine learning, etc. Donc il y aura une forte consonance data science. Donc on va plutôt avoir des data scientists. Ce qui est hyper important quand même d'avoir en tête, c'est qu'il y a des rôles transverses qu'il faut garder, notamment, je pense, l'UX, UI designer. Je pense que le produit data scientist doit arriver avec une interface. Et cette interface, elle doit être travaillée. On ne peut pas remettre... ce qui est hyper important, je pense, dans le produit, c'est l'adoption de ce que tu livres. Si derrière, l'utilisateur final, en fait, il l'utilise pas, généralement, c'est pas souvent l'algorithme qui est mauvais, c'est plutôt que la manière dont il interagit avec l'algorithme n'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment hyper important de l'avoir en transverse. Tu peux pas forcément l'avoir dans une squad, ça dépend de ton produit. Mais généralement, les interfaces ne sont pas très huge, donc tu peux pas avoir un full ETP juste sur ça. Donc tu peux le partager avec d'autres squads.
Intéressant. Ouais, il y a ça, il y a la partie MLOps, tout ce qui est ML Engineer aussi, tout ce qui est MLOps, voilà, les templates d'MLOps pour permettre d'aller vite en prod, de faire des releases. Ça aussi, c'est des profils que tu vas plutôt partager entre les squads. Mais voilà, je dirais qu'une bonne squad, ça serait 4-5 un PM et soit 3 data scientists, un data analyst. Enfin, voilà, généralement. Ouais, très proche d'une équipe de produits. C'est ça, digital. on va être à 4-5 max. Ok, intéressant sur la partie design transverse, parce qu'effectivement, c'est stratégique, comme tu le disais. Sinon, pas d'adoption, pas d'usage. Et en même temps, il y a peut-être moins de travail, ou en tout cas, c'est plus direct, c'est plus simple, peut-être, dans l'exploitation. Donc, ouais, moi j'ai vu des cas où en fait on livrait beaucoup de choses en production et on mesurait jamais ce qu'on avait livré et comment c'était utilisé. Et en fait, quand on met ça en place, on s'aperçoit, c'est un peu la loi de Pareto standard, on s'aperçoit qu'en fait, il y a 20% des choses qu'on livre qui est utilisée par 80% des utilisateurs. Et donc on se dit, en fait, au lieu d'à chaque fois d'accumuler une nouvelle livraison, il vaut mieux se concentrer sur ces 20% et de faire en sorte que ces 20% répondent à plus de besoins. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de mesurer l'adoption de ce qu'on livre, quoi. Et vous arrivez à monitorer l'impact business ou l'impact métier en tant que tel, au-delà de l'usage de vos solutions? Ouais, ça va dépendre. Si je prends ma précédente vie, on va dire chez BNP, ouais, on le faisait plus facilement parce que dans une banque, c'est quand même important de voir le business à ajouter ou l'efficacité opérationnelle. Enfin, voilà, il y a quand même des questions d'optimisation des coûts ou d'augmentation du business qui est assez naturel dans une banque, moins dans une maison de luxe où on est plutôt sur comment on améliore l'expérience client. Donc c'est des choses qui sont plus difficiles, qui mettent plus de temps à être mesurées que juste l'efficacité opérationnelle. Est-ce qu'on a pu, réduire le nombre de TP là-dessus ou augmenter notre ROI. Ça c'est assez facile à mesurer. Oui, mais ça reste Donc, un output super fort parce que, bon, in fine, si ton utilisateur est satisfait, logiquement, oui, derrière, tout suit. oui, c'est clair, c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même plus dur à mesurer parce que c'est plus conceptuel, c'est soit de l'interview, c'est difficile de faire du quanti sur ça, donc voilà, ça met un peu plus de temps. Et est-ce que justement ça, vous arrivez à remonter tout de suite la chaîne de valeur, j'imagine dans les discussions avec des stakeholders métiers assez stratégiques? Est-ce que tu fonctionnes par exemple par North Star ou par OKR et tu dis ok, l'objectif pour nous, ça va être, je reprends ton exemple, d'améliorer une satisfaction utilisateur de temps sur telle expérience et on va faire ça grâce à la data et voici comment on va l'opérer? Selon les industries dans lesquelles on travaille, la maturité du produit elle est complètement différente. Et parfois même dans l'entreprise dans laquelle on travaille, selon si on est plutôt avec des équipes tech ou des équipes business, c'est complètement divergent. Donc effectivement, globalement, on sait que l'objectif est d'améliorer l'expérience client. On a des moyens de le mesurer, on a aussi beaucoup de feedback du terrain, de nos advisors dans les boutiques qui puissent nous dire ouais, ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas. Aujourd'hui, on ne va pas le mesurer de manière très stricte. On le met en place, c'est-à-dire que nous, équipe produit, dans la data ou dans le digital, on a nos OKR, on sait ce qu'on veut améliorer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a. On le partage aussi parce qu'on veut être hyper transparent. Mais on ne va pas challenger à fond le business là-dessus, quoi. Nous, on se challenge personnellement. Et justement, ce que je trouve intéressant dans ton rôle, c'est que tu es au croisement du client, de la donnée et du produit. Et du coup, est-ce que toi, c'est une de tes missions d'évangéliser, d'améliorer cette culture produit, tech, data à la BNP quand tu étais en banque, chez Chanel aujourd'hui? Voilà, est-ce que ça fait partie de tes rôles et comment tu t'y prends? En tout cas, moi, je l'ai pris un peu comme ça. Je me suis dit, si on va aussi chercher quelqu'un qui a travaillé dans la banque, dans une culture hyper forte d'agile, de produits, parce que chez BNP Personnel Finance, on avait quand même fait des trucs assez sympas en termes de produits, c'est aussi pour amener ça. Donc moi, j'y vais avec cette casquette-là d'évangélisation des méthodes produites dans la data. J'essaie de le faire. Je trouve que ça fonctionne. Enfin voilà, c'est un peu comme partout. Il faut convaincre par l'exemple. Donc il faut montrer des choses, il faut montrer que ça fonctionne pour essayer d'évangéliser et d'acculturer les personnes. Mais les gens sont quand même assez ouverts, ils sont prêts à voir d'autres choses. Donc je pense que ça met du temps parce que forcément c'est pas naturel pour tout le monde, mais c'est sur la bonne voie, quoi. Et du coup, pareil, bon, tu as vu, nous aussi, on fait des feedback loops dans les échanges. Si on revient un petit peu à ton début de carrière et ce qui t'a amené au produit, déjà, du coup, j'ai compris qu'Herviel, tu étais dans la finance et du coup, on comprend le fil rouge de carrière à aller dans la data et le produit plutôt dans le domaine bancaire. Là-dessus, toi qui as fait de la start-up, qui a été fondateur d'une société, si je ne m'abuse,
entrepreneurs, etc. Quand tu as dû connaître le monde du grand compte et mettre du mode produit, tu disais que tu connaissais que ça. Je paraphrase ce que tu m'as dit. Comment tu t'y es pris et qu'est-ce que tu as découvert comme aléa, peut-être comme difficulté, comme peut-être atout aussi, peut-être il n'y a pas que tout à acheter évidemment. Et voilà, quelle différence tu fais peut-être entre une pratique produit qui est quand même celle que tout le monde connaît des entrepreneurs, des startups, qui est très évangélisée, et une pratique produit dans des grandes entreprises. Ouais, bah ça c'est je pense le choc, le choc le plus important peut-être de ma carrière. C'est vrai que si je reviens un peu, il y avait quand même un fil conducteur, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de data quand j'étais en banque. Ensuite, j'ai travaillé dans des startups et j'ai vu qu'en fait, avec même à petite échelle, on captait beaucoup de données. Et donc, je me suis dit, en fait, ça a quand même été un peu le fil rouge de ma carrière. Et en fait, la grosse différence, c'est la culture produit entre une startup où en fait, ça vient vraiment par tout en haut en fait, c'est soit le founder, soit le CEO, vraiment des personnes qui sont exec, en fait qui ne travaillent que comme ça, donc en fait c'est infusé dans l'entreprise de manière très naturelle, et puis les recrutements vont aussi avec, parce que généralement les execs quand ils recrutent, ils vont recruter avec ce pattern là dans les profils, ils vont chercher ça. Donc forcément by design, j'ai envie de dire, l'entreprise elle se construit comme ça. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous devez construire le produit, vous arrivez, les autres ne savent pas trop ce que c'est. Le plus simple, et encore c'est pas simple, c'est de le faire déjà à notre niveau d'équipe, notre niveau de direction, on y arrive. Mais ce qui va être très dur, c'est à l'échelle. Dès qu'on va devoir passer à l'échelle, dès qu'on va devoir un peu, on va dire, horizontaliser la méthode, c'est là où ça devient très dur, parce qu'en face de nous, on n'a pas des gens qui ont été recrutés pour ça, on n'a pas des gens qui y croient forcément. Donc il y a vraiment c'est vraiment hyper différent, quoi. Il y a d'un côté, c'est très top-down et ça se fait by design, j'ai envie de dire, et de l'autre, il faut convaincre, il faut jouer des jeux d'influence, c'est pas du tout la même chose, quoi. Justement, le passage à l'échelle, est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que ça a été compliqué ? Honnêtement, moi je l'ai jamais vu. Moi je l'ai jamais vu en entreprise. Je sais que chez BNP on avait mis beaucoup d'efforts, on avait mis beaucoup d'investissements. Ça commençait, on essayait tous d'être en mode produit. Mais j'ai jamais vu dans les grands comptes dans lesquels je suis allé vraiment une méthode de l'agile at scale avec tout ce qu'on lit dessus, quoi. Du coup, toi, quelle peut-être différence ou adaptation tu as voulu mettre ? Parce que il y a le mode produit by the book et il y a le mode produit tel qu'il est réalisé dans les sociétés par lesquelles tu es passé, ou toi, qu'est-ce que tu as eu envie d'implémenter ? Qu'est-ce que tu conserves ? Voilà. Ce que j'ai remarqué en arrivant dans les grands comptes, c'est que by the book, je sais pas d'ailleurs si dans les startups ça marche vraiment, mais en tout cas by the book ça ne marche pas dans les grands comptes. En tout cas c'est très difficile. Moi j'ai pas réussi à le faire. Je pense qu'il faut savoir arrondir, montrer que le fait qu'on soit capable d'estimer une charge sur 2 semaines, l'itération, ce côté un peu itération, petits pas, etc. Et qu'on puisse ajuster à chaque nouveau sprint le scope. Je pense qu'au final ça rassure. Donc il faut être assez pragmatique sur en fait on estime mieux ce qu'on est capable de faire, on livre de meilleure qualité. Peut-être justement les défis que tu as rencontrés, les challenges autour de ça. Quels sont-ils ? Parce que j'imagine que tout n'est pas rose. Le plus gros challenge en fait, c'est que, moi le feedback que j'ai, c'est que ça coûte cher en fait au final de faire de l'agile. Ça coûte plus cher qu'une méthode projet un peu normale. Donc c'est-à-dire que quand tu arrives dans un grand compte qui a l'habitude de travailler d'une manière qui fonctionne, arriver à dire en fait non, on va peut-être ça coûte, quoi, parce qu'en fait non, en fait cette personne qui est dev, qui est chef de projet, qui fait tes slides, qui va pitcher au Comex et qui va faire le café, si j'abuse le truc, quoi. Non, cette personne là en fait soit tu le vois pas, elle est en train d'exploser, soit il y a des choses qu'elle maîtrise moins, forcément c'est pas possible, donc il faut peut-être faire 2 postes ou peut-être parfois 3, il faut redécouper, et donc ça demande de l'investissement. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas forcément simple en plus de montrer qu'il y a un ROI derrière. Donc parfois c'est moi ce que j'ai dû faire parfois c'est faire moins de produits, faire moins de delivery, couper par exemple des postes de data scientist ou de data analyst, des choses qu'on se dit il faut aller à fond là-dessus. En fait prendre couper cette partie-là pour faire moins mais en meilleure qualité. Et est-ce que peut-être justement par rapport à une économie de start-up très capital risque, etc., est-ce que, et peut-être que ça a ses limites aussi du pragmatisme, est-ce que tu as une analyse comme ça, héroïste, t'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, de l'équipe produit, de la transfo, et te dire ok, mon équipe me coûte tant, il faut que derrière
ça rapporte tant. Est-ce que tu es challengé comme ça par les COMEX ou c'est toi qui t'auto-challenge là-dessus? Voilà, comment tu te positionnes par rapport à cette logique économique? J'ai envie de dire que ce qui est cool, moi j'ai connu le monde des startups, le monde des grands comptes. Le problème des startups, c'est souvent, on n'a pas souvent les moyens on a envie d'aller hyper loin, hyper haut, on est hyper motivé, mais c'est difficile, il faut du cash et c'est pas évident. Et je suis allé dans le monde des grands comptes où c'est quand même, évidemment, on regarde le ROI, etc. Mais j'ai pas eu cette. Ouais, c'est plus confortable. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment hyper agréable parce que ça nous laisse un peu plus les mains libres et c'est plus facile d'aller sur des petits périmètres expérimentés. En fait, les grands comptes sont prêts à expérimenter, sont prêts à investir quand même, faire des petits pilotes sur des endroits comme ça sans énorme risque business. Donc c'est bien parce que c'est des endroits où on est prêt à expérimenter. Et donc, c'est incassable, quoi. Ouais, et donc ça, c'est assez cool. Et justement, dans la data, est-ce que tu as un découpage ou pas entre innovation et core business, tu vois, produit où tu sais que l'usage est pour aujourd'hui, parce que tu dois faire un tableau de bord BI pour tel métier, VS, on part sur de l'IA génératif pour demain, etc. Comment tu découpes? Ça c'est venu assez vite aussi. C'est vrai que c'est une bonne question parce que au début on avait très envie de faire beaucoup d'innovation, des trucs hyper cool, hyper sympas, etc. Parce qu'on s'est dit aussi c'est un moyen de rétention pour les profils. Et au final, plus on avançait, je trouvais plus les profils avaient envie d'avoir de l'impact sur ce qu'ils faisaient. Et oui, de manière académique, on fait des trucs hyper sympas, hyper innovants. Quand on prend des gens qui ont fait des thèses, etc., c'est hyper poussé. Mais au final, ils ont quand même envie d'avoir de l'impact dans leur travail au quotidien. Et donc, on a séparé ces vraiment ces deux rôles, quoi. Enfin, ou ces deux usages. Il y a vraiment le business as usual, où il faut qu'on délivre de la valeur pour le business, il faut qu'on leur apporte des choses qu'ils utilisent. Et en fait, on va avoir une plus petite équipe qui vont être dédiées sur l'innovation, parce qu'il ne faut pas perdre ce fil sur l'innovation, parce que ça va quand même très très vite. Et là, on est plutôt dans des choses où on ne va pas cadrer, on ne va pas faire de l'agile, on ne va pas faire des choses très... on va pas forcément apporter un cadre, on va plutôt tester des choses. Et là, en plus, c'est intéressant parce que c'est presque de la R&D ou en tout cas de l'innovation dans tes produits actuels. Exactement. Et pour améliorer l'usage, j'entends. Ouais, c'est ça, évidemment. En fait, il faut pas être... Enfin, là, dans le rôle, en tout cas dans lequel je suis, il ne faut pas être hors sol non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on est très proche du business. Il faut quand même que cette R&D, elle ait un impact après très vite, enfin qu'on se projette très vite sur OK, qu'est-ce que ça peut apporter à nos produits actuels. Si on avance peut-être dans le temps, ça m'intéresse d'avoir ta vision. C'est quoi les produits data de demain? Comment tu vois les choses là-dessus et peut-être associé au métier, peut-être à tes métiers? Encore une fois, il y a deux choses. Il y a le produit de data demain qui est plutôt le produit fini, au service d'un utilisateur. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des ponts plus proches entre les équipes digitales et les équipes data. C'est-à-dire qu'au final, c'est quand même l'application mobile, le site web qui génère la data. Donc ça, c'est avoir plus de ponts là-dessus. Donc je pense à l'UX, l'UI, vraiment intégrer ça dans les produits data. Ça, c'est pour les produits finis. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle dynamique sur la data en tant que produit. Je pense que c'est vraiment crucial pour qu'une entreprise elle devienne data driven ou data informed. Nous, on préfère parler de data informed chez Channel, c'est-à-dire qu'on ne va pas être une entreprise drivée par la data, mais il faut que la data nous aide à prendre des décisions, voilà, qu'on soit quand même infusé de data. Et donc pour ça, il faut que la data elle soit as a service, quoi. Si tu restes avec une data silotée où en fait tu as deux experts qui connaissent et pour avoir accès c'est la croix et la bannière, en fait les gens vont pas vouloir y aller. Par contre, si tu arrives à donner une data qui est maîtrisée, gouvernée, et sur lequel, à la demande, tu peux y avoir accès facilement, je pense que là, tu as réussi ta transfo data, quoi. Donc l'enjeu de demain, pour moi, c'est vraiment data as a service, mais data en tant que vraiment le produit de la donnée. Et justement, pour tendre vers ça, est-ce que tu vois des nouveaux rôles, une nouvelle façon de s'organiser? Tu parlais tout à l'heure d'équipes pure data versus des équipes data distribuées dans d'autres équipes produits. Est-ce que les deux, quelle est ta vision peut-être des organisations data informed de demain, si je reprends tes termes? Alors, j'ai pas testé le modèle où tu as des profils qui sont dispatchés dans différentes squads, donc des profils data. Mais j'ai souvent eu des équipes où on était tous data et on faisait des squads data. Donc, je connais pas les autres modèles. Je trouve que ce modèle fonctionne bien. Je pense que l'autre aussi fonctionne. Pour moi, les nouveaux rôles, ça va être surtout les sujets de data gouvernance, ce qui était souvent le truc que personne ne voulait voir parce que c'était assez embêtant. Alors, dans la banque, en plus, on a des régulations, donc c'était des trucs vraiment
compliqué et pénible, quoi, qui faisait pas forcément shiner, donc les gens n'y allaient pas forcément. Et le deuxième rôle qui va être hyper important prochainement, ça va être le rôle de, alors nous on appelle ça data steward, mais c'est surtout la mise en qualité de la donnée. Et je pense au generative AI où en fait on va être de plus en plus avec des utilisateurs finaux qui va pas se poser la question est-ce que le bot me renvoie de la donnée de qualité ou pas, il va prendre un peu argent comptant ce que le bot lui répond. Et donc je pense que ça va être crucial demain que la donnée soit de bonne qualité. Sur cette qualité de données, pour toi le défi il est fonctionnel, comprendre que la donnée est erronée d'un point de vue business par de l'intelligence business, est-ce qu'il est plutôt technique? Est-ce que c'est les deux? Ouais, c'est ça qui est difficile, il est un peu des deux, il est pas mal business, c'est-à-dire parfois selon le business dans lequel vous travaillez, donc moi je prends l'exemple de Chanel, là on est en boutique, il y a un client qui arrive, il peut être pressé, il a plein de demandes différentes. Enfin, on peut pas tout demander et donc vous êtes advisor. C'est difficile de prendre de la donnée de super bonne qualité vraiment au point d'entrée quand c'est pas des touchpoints digitaux. C'est quand même difficile. Et après, en fait, c'est vraiment à l'entrée qu'il faut travailler. Donc il y a tout un sujet aussi d'acculturation des profils qui vont capter la donnée pour leur montrer c'est quoi l'importance derrière, de bien capter de la donnée et les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est quand même assez business fonctionnel. Et ensuite, il y a un sujet aussi technique. C'est comment en fait j'arrive à mesurer cette qualité de manière facile et rapide, quoi. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller mesurer de la donnée de qualité. On est obligé de le faire un peu à la mano, etc. On n'a pas la contrôle qualité est difficile techniquement pour faire en sorte que cette donnée elle soit bien documentée, bien partageable, etc. Il y a des enjeux techniques aussi. Ouais, et ça demande, j'imagine, une rigueur en termes de framework, avec les équipes pour être sûr que derrière ça délivre de la qualité. Ouais, ça demande une rigueur en termes de freins. Ça demande aussi des rôles dédiés à la data quality. Donc encore une fois, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut des personnes, pour moi je pense qu'il faut des personnes dédiées à la qualité de ta donnée. Très intéressant. Peut-être une des dernières questions pour finir. L'impact du métier. Tu m'as parlé de maturité, peut-être que tu vas m'en reparler, mais c'est peut-être pas le seul sujet. Quelle grande différence et quelle influence tu as vu entre une maison de luxe et une grande banque, sans révéler évidemment des secrets de paroisse, c'est pas le but de notre échange, mais voilà, c'est plus de comprendre à un moment, est-ce que le métier, est-ce que le service que l'entreprise délivre in fine, les hommes avec un grand H, hommes et femmes qui sont à l'intérieur, ont un impact sur notre métier et c'est où lequel? Déjà en termes de culture d'entreprise, c'est quand même hyper différent. Je viens du monde, je suis allé dans la banque où en fait on est quand même rythmé par les annonces financières, trimestrielles, etc. Et j'ai eu la chance d'être dans une maison privée. Il n'y a pas de capitaux dans l'entreprise, donc ça change drastiquement. Déjà la structure capitalistique. Ça change tout. On peut avoir le privilège d'avoir des visions long terme, même très long terme. Ensuite, on est dans une marque. Je pense que cette marque, elle fait rêver beaucoup de monde et tout le monde connaît Chanel. Je sais que moi, quand je parle de Chanel, les gens, j'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais, quoi. Les gens, ils savent. Quand je parlais quand tu parles d'autres entreprises, parfois, il faut quand même expliquer. Non, mais moi, je fais pas exactement ça, etc. Donc, ça fait qu'il y a aussi des gens qui sont très attachés à la marque, à l'entreprise, donc ils sont ultra investis. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Les cultures produits peuvent arriver dans des maisons de luxe, c'est qu'on est hyper orienté client. Notre focus numéro 1, c'est l'expérience client. Et au final, quand on tire un peu le fil, le produit, c'est aussi un peu ça. C'est comment on délivre quelque chose qui va être... comment on mesure aussi l'adoption par nos users de ce qu'on délivre. Donc il y a quand même un point commun entre les deux. Peut-être un petit mot pour la fin, Jérémy. Après tous ces échanges, vu que tu es passé sur le divan presque. Non, écoute, merci encore une fois pour l'expérience. C'est hyper cool de pouvoir parler un peu librement. Ça change un peu de ce que je disais, ça change un peu des mails du matin et des visio Teams. Le mot pour la fin, je pense que c'est il faut tester. Il faut pas se dire, moi je sais que ce que je retiens, c'est il faut pas se dire non, c'est pas possible dans la data, ça marche pas, c'est trop compliqué. Je l'ai encore entendu avant-hier en entretien, on me disait non, je peux pas faire du produit dans la data. Je pense qu'il faut essayer, faut tester, faut se confronter au sujet, il faut se tromper et encore une fois, je pense qu'on va se tromper 2, 3, 4 fois et ensuite ça vient. Honnêtement, moi j'ai vu plein d'entreprises réussir à le faire, il faut juste y croire, quoi. Super, en plus c'est un mot hyper optimiste pour la fin. Jérémy, un grand merci
encore pour ton temps, parce que je sais que c'est précieux quand même, dans le monde dans lequel on vit, et pour tout ce partage. Je pense que c'était assez riche et moi j'ai appris plein de choses, donc c'est super chouette comme quoi. Et puis j'espère que tout le monde va apprendre plein de choses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!